Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu, ce soir, la génération Z entre aspiration et réalité du marché de l'emploi. La génération Z, ce sont ces jeunes nés entre 1997 et 2010, ces générations surnommées aussi les enfants de la grande récession en référence à la crise de 2008. Et ils débarquent aujourd'hui et en masse sur le marché de l'emploi. Une question centrale pour notre société où 16% de la population marocaine est aujourd'hui âgée entre 15 et 24 ans. Et selon le Haut Commissariat au Plan, eh bien, le taux de chômage frôle les 33% parmi la génération Z contre 13% pour les millennials. Plus d'un jeune sur quatre, soit 1,5 million de Marocaines et de Marocains au niveau national ne travaille pas, n'est pas à l'école, ne suit aucune formation, ce qu'on appelle plus communément les NEET. Et toujours selon l'organisme public de statistiques, l'économie marocaine n'aurait pas réussi à générer suffisamment d'emplois pour absorber l'augmentation de la population en âge de travailler. Quels sont donc ces emplois? Répond-il surtout aux aspirations de cette génération Z? Quelles sont ces aspirations? Sans oublier que le fossé entre les différentes générations, notamment en milieu professionnel, est beaucoup plus profond que ce que supposent la plupart des gens. L'âge est l'une des composantes de notre identité, naturellement. Et par le passé, eh bien, les jeunes étaient engagés en tant qu'apprentis et apprenaient des collègues plus âgés, avec plus d'expérience. Mais aujourd'hui, eh bien, ça a bien changé. Les jeunes en savent plus parfois, notamment sur la technologie, que les travailleurs plus âgés. Même constat sur les bancs de la faculté avec le débarquement bouleversant de l'intelligence artificielle et du chat GPT. Comment donc faire évoluer les codes, que ce soit bien sûr à l'université, mais aussi sur les codes de management. Quels sont les secteurs d'activité les plus accueillants pour cette génération Z? Pour répondre à ces questions d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Média TV le président de l'université Al-Akhawayn à Ifrane. Bonsoir Amin Ben Saïd, merci de répondre à notre invitation. Merci pour votre invitation. Pour représenter le secteur privé, le président de la Fédération marocaine de l'externalisation des services, également fondateur et PDG d'Outsourcia, Youssef Cheraibi. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. Et nous ne pouvons pas parler de génération Z sans une représentante de cette génération. Il s'agit d'une étudiante en 3e année en business international et finance à l'université Al-Akhawayn, Malak Jaidi. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être déplacée de Ifrane pour être avec nous sur ce plateau à Rabat. Un grand plaisir. Et de répondre à nos questions. Ma première question t'est destinée d'ailleurs, parce que bon, tu es peut-être la mieux habilitée pour y répondre. Comment définis-tu la génération Z? Qui êtes-vous? Alors, une question que j'attendais. Alors, je trouve que le terme génération en lui-même est un terme assez controversé, je dirais. Pour définir une génération, je dirais, sur des pensées, sur des comportements, sur une attitude. Toute une génération, vous avez dit, de 1995, si je me rappelle bien. 1997, excusez-moi. C'est assez controversé parce que nous avons cette exposition à l'Internet et aux communications externes qui font que nous avons une sorte de quantité d'informations qui fait que notre génération est très polyvalente. Pour définir une génération, pour être, comme vous l'avez cité, une représentante de cette génération Z, est assez controversé. Je ne pourrais pas... Controversé par qui? Je dirais pour moi-même, pour une opinion des gens, peut-être aussi pour l'opinion publique, parce que vous ne pouvez pas définir cette génération par une sorte de généralisation. Vous pouvez pas cette génération n'est pas homogénéisée. Je dirais qu'elle est plutôt hétérogène. Nous sommes tous différents, nous sommes polyvalents. Et vous l'avez dit lui-même, les écoles de grande prépa accueillent des étudiants qui viennent de background scientifique, international studies. Je suis de même une étudiante qui vient d'un lycée français, mais je pars pour un modèle nord-américain. Du coup, je dirais que la génération Z est de manière générale une génération qu'on pourrait décrire née par les communications numériques, l'exposition de l'Internet. Ah donc, vous convenez, enfin tu es d'accord qu'on peut l'appeler génération Z? Oui. Ah, mais la définition... C'est le thème de cette émission. Hein, oui, exactement. Mais la définition on doit revoir même... le thème. Oui, oui, mais la définition même, effectivement, elle peut être très différente déjà d'une catégorie sociale à une autre. De l'Est à l'Occident. Enfin, effectivement, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent
changer de cette génération Z d'une partie à l'autre du globe. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un gap générationnel entre vous et les millennials? Ah, tout à fait. Au moins les millennials, je ne parle pas des parents. Ah oui, tout à fait. Déjà, pour considérer déjà le contexte déjà post-pandémique a fait que l'accélération digitale a fait que c'est énorme déjà. Et concernant déjà, on peut voir juste la façon dans laquelle les millénials peuvent tenir leur téléphone, utiliser un seul doigt, alors que nous pouvons tout simplement parler, communiquer avec vous avec deux doigts. C'est une sorte je dirais que le gap est un effet transformationnel, qui est énorme, je dirais énorme. Niveau mentalité, niveau culturel, nous n'avons plus la même définition d'une identité individuelle, nous n'avons pas la même définition d'une génération, nous avons beaucoup de définitions. Est-ce que vous avez peut-être aussi cette notion d'identité plurielle, collective, dans un tout, dans une société? Quand je dis vous, oui. Vous êtes quand même la représentante de Gen Z, certainement pas moi. Peut-être moi de millennials. Non, plutôt je dirais une identité individuelle. Nous nous considérons tous entre nous différents. C'est ça la différence avec l'exposition Internet, l'américanisation, la colonisation française, le protectorat français, etc., a fait que chacun d'entre nous, en tant que génération Z, nous ne pouvons pas nous comparer. Nous pensons que avec différents backgrounds, différentes expositions, nous sommes tous différents et polyvalents. Ça vous fait sourire, Amine Ben Saïd, c'est une étudiante donc à l'université que vous présidez, à l'université Al-Akhawayn. C'est quelque chose que vous ressentez avec ce contact que vous avez avec les étudiants, les choses. Vous êtes là-bas depuis un certain moment, vous avez évolué au sein de cette institution universitaire. Est-ce que les choses ont évolué plus vite que prévu? Naturellement, elles ont évolué. Je suis retourné à l'université d'Al-Akhawayn il y a 3 ans. Et est-ce que les choses ont changé? Oui, elles ont changé. Est-ce qu'on voyait venir des changements? Je pense que oui, on a eu de la chance de voir venir les changements. Al-Akhawayn est assez particulière parce que c'est comme si, vous le savez, elle a ce motto excellence et identité. Donc, on cherche l'excellence de l'enseignement supérieur dans le modèle américain qui a été donné par Daher à l'université d'Al-Akhawayn, et on cherche l'identité au Maroc avec, disons, cette culture marocaine, avec que les étudiants connaissent le Maroc profond et ils le Comment, disent. à travers justement l'université, peuvent-ils rester quand même un tant soit peu attachés à leur identité marocaine? Pluriel, pour le coup. Au moins à travers 2 choses qui sont directes, disons, obligatoires chez Al-Akhawayn. C'est la culture générale qui est à peu près le tiers de la formation, même des ingénieurs ou des étudiants en business, et naturellement de tous les étudiants en sciences humaines et sociales. Et là, il y a une partie qui est arabe et il y a une partie qui est histoire, culture, etc. Donc ça, c'est obligatoire. Mais l'autre chose que les étudiants, très souvent disent que ça les a marqués encore plus, c'est depuis 2004. À Al-Akhawayn, il est obligatoire de faire un stage social. Et donc, ils sont exposés à ce Maroc profond parce qu'ils vont connaître, comprendre, aider. Et il faut le dire, le modèle aussi résidentiel donne une expérience assez particulière dans un melting pot. En quelque sorte, c'est un Maroc en miniature à Al-Akhawayn, parce qu'aujourd'hui, on a un peu plus que la moitié qui sont sur des bourses et de l'aide financière, justement pour donner accès à l'université d'Al-Akhawayn à des familles qui n'auraient pas pu le faire autrement. Donc, est-ce que ça a changé? Oui, ça a changé naturellement. Mais il y a eu un saut qualitatif, un step change. Alors, quand vous dites effectivement que la moitié des étudiants, c'est une très bonne chose, que la moitié des étudiants, effectivement, jouit d'une bourse d'études, ce qui m'interpelle, c'est que, est-ce qu'il y a des critères, bon, bien sûr, c'est l'excellence, ce que vous avez cité, est-ce qu'il y a des critères d'accès à cette université aujourd'hui, au-delà des boursiers?
Oui, oui, tout à fait. À l'américaine, c'est le dossier du lycée qui est extrêmement important. Ensuite, il y a le essai. Donc, c'est parce que toute l'idée dans l'université, dans cette sous-catégorie d'université américaine dont fait partie la Hawaï, c'est, disons, donner l'opportunité d'une expérience transformatrice à l'étudiant pendant une période qui est peut-être la plus excitante dans sa vie, où il se découvre un sens de sa vie. S'il y avait une seule chose où l'Université de la Hawaï essaie de faire la différence, de contribuer, c'est bien ça. Non, mais il y a l'excellence aussi. C'est comme ça qu'effectivement, cette université s'est démarquée d'autres institutions universitaires et d'enseignement supérieur pendant des années. Moi, ce que je veux, est-ce qu'il y a des critères de sélection de ces candidats pour accéder à cette université d'excellence? Alors, tout à fait. Donc, j'ai dit, il y a le dossier. Ensuite, il y a la dissertation. Et c'est là la relation avec le sens de la vie. C'est-à-dire, il y a un étudiant qui a un projet de vie, il y a un étudiant qui n'a pas encore un projet de vie, il y a un cheminement. Et dans ce cheminement, il y a, disons, une évaluation par les comités de sélection pour voir quel est le match entre le modèle Akhawayn, qui en fait est un modèle où l'objectif est d'accompagner pour qu'on apprenne, en quelque sorte, pour un esprit libre et de décider à quoi je pense et comment je pense, etc. Vous pensez que cela peut remplacer les tests que d'autres générations ont passés avant d'accéder à l'université? Cela peut remplacer sans toucher à la valeur de ce diplôme de AUI, de Akhawayn University? Non. En fait, l'essai et la dissertation, c'était un critère même il y a des années. Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère est un critère d'entretien. Et le quatrième critère est un critère de test. Alors, le critère de test a été arrêté pour la période Covid, d'accord, et qui reprend à l'université de la Hawaï. Donc, mais c'est un petit peu à la SAT aux États-Unis, la même chose. Donc c'est la même chose, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Très bien. Alors, parlons maintenant, parce qu'on va step by step, comme on dit en anglais. On a parlé des études, maintenant on a le secteur privé. Vous avez écouté, Youssef Charaibi, les propos de Malak, de cette génération. J'imagine que, compte tenu de votre activité, effectivement, vous avez un contact avec cette génération Z. Alors, en préparant cette émission, je suis tombée vraiment sur de la donnée assez pour moi, c'était nouveau. Alors, les représentants de la Gen Z auront 17 employeurs et 5 carrières différentes, contrairement à des générations qui les ont précédées. Les entreprises les plus performantes seront celles qui permettront à cette génération de changer d'emploi et de carrière au sein même de l'entreprise et de la perfectionner. Avant de passer justement à ce stade de changer d'emploi et déjà au stade du recrutement, est-ce que vous ressentez cela? Est-ce que vous ressentez que cette personne qui vient pour son entretien d'embauche, et avant cette émission, avant de commencer, on l'appelle même plus ainsi chez cette génération, est-ce que vous sentez qu'ils ne seront pas là pour des années, quoi? Alors, on sent déjà qu'ils sont là pour déjà rechercher une entreprise qui correspond à leurs valeurs. Et ils veulent que, justement, ce ne soit pas un entretien d'embauche classique, mais c'est plus un échange pour s'assurer que ça matche. Et ils vont prendre beaucoup d'informations en amont sur l'entreprise, parler avec beaucoup de gens, pour être sûr qu'ils vont être dans un environnement qui correspond à leur épanouissement, en fait. Pour nous, c'est classique quand on fait des recrutements de faire des contrôles de référence, mais maintenant, les candidats qui viennent nous voir ont toujours beaucoup d'informations sur l'entreprise avant même de venir, puisque aujourd'hui, s'il y a un maître mot qui caractérise, je pense, cette génération, c'est la recherche de l'équilibre. L'équilibre entre leur vie perso et leur vie professionnelle. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre. Ils ne sont pas prêts à faire de sacrifices. Et dans leur vie professionnelle, il faut qu'il y ait un équilibre entre leur salaire et leurs conditions de travail. Le bien-être? C'est-à-dire que c'est un nouveau concept aujourd'hui qu'on retrouve en entreprise. Qui est fondamental. Et dans les conditions de travail, ce n'est pas seulement les conditions de travail matérielles, classiques, dans un bon environnement, à la Google, etc.
c'est aussi tous les aspects liés à la communication, à la transparence, à la vision qu'on va pouvoir leur donner. Et très souvent, quand il y a des départs ou des conflits, etc., c'est parce que justement, ils n'ont pas suffisamment de vision ou de transparence qui fait que ce manque de communication est réellement quelque chose de fondamental. Et si vous voulez, à partir de là, il y a un vrai questionnement de l'autorité. C'est une génération qui questionne l'autorité, qui rejette cette autorité à l'ancienne, descendante, unidirectionnelle. Ils sont vraiment dans un nouveau modèle où, en fait, il faut qu'il y ait beaucoup de communication. Les soft skills sont fondamentaux et il faut qu'ils se sentent à l'aise dans un environnement qui leur donne à la fois, enfin, qui assure leur épanouissement, mais aussi qui leur donne du sens. Ils sont en recherche de sens en permanence. Et ça, on a vu un changement assez brutal. Déjà, entre la génération X et Y, il y a eu une certaine évolution avec le début d'une génération plus connectée, plus nomade, etc. Là, c'est beaucoup plus brutal. Déjà, on voit les effets du Covid avec le télétravail. Aujourd'hui, la souplesse, la flexibilité qu'on peut offrir avec les horaires de travail, c'est quelque chose de fondamental. Et vous pensez que c'est généralisé ou que c'est que dans l'offshoring que Non, ces c'est managers sont vraiment conscients pour faire preuve de sensibilité, créer vraiment une culture où leurs collaborateurs, donc en l'occurrence cette génération Z, sont dans un environnement de bien-être? Au-delà de performance et de production. C'est bien au-delà de notre secteur. Bon, notre secteur facilite encore plus le travail à distance, mais de façon générale, aujourd'hui, les candidats montrent que ce qu'ils apportent, c'est avant tout une valeur. Et là, il faut voir la qualité de leur livrable et on n'est pas là pour fliquer leur temps et surveiller leur présence, etc. C'est obsolète, c'est révolu. Effectivement. Et aujourd'hui, c'est presque une obligation de pouvoir s'adapter. C'est-à-dire qu'on ne peut plus imposer un modèle qui ne correspond plus du tout à leur nouveau code. Est-ce que vous pensez vraiment que ce que vous dites là correspond aussi à ces codes de management à la marocaine, dans une entreprise marocaine, où ça se limite à certaines entreprises, notamment PME, qui ont conscience, encore une fois, de ce changement de paradigme des collaborateurs? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de spécificité marocaine sur ces questions-là. Nous, on est présents dans 5 pays. C'est les mêmes jeunes qu'on a en France, au Maroc, certainement, etc. Parce que de toute façon, il y a la globalisation, l'accès à Internet, les frontières sautent comme par magie. Mais moi, je parle vraiment du management. Est-ce que, effectivement, le management marocain, ou peut-être pas à la marocaine, mais en tout cas, nous avons nos spécificités, est-ce qu'il est conscient de cela et s'adapte, du coup, et adapte son mode de management à ces spécificités de cette génération Z? On n'a pas le choix, en fait. Parce que je vous dis, les jeunes, ils sont au courant de tout, ils se renseignent avant. Oui. Et un chef à l'ancienne, ça ne peut plus fonctionner. Il faut des managers, coachs, qui en permanence montent en compétence leurs équipes, les accompagnent avec un échange, un dialogue, une communication, etc. C'est fondamental et c'est jugé dès le départ. C'est-à-dire que même quand on fait des évaluations, donc ce qui est très courant dans toutes les grandes entreprises, aujourd'hui, la norme aussi, c'est que les N-1 évaluent les capacités en termes d'accompagnement et de coaching de leurs supérieurs, pour voir si c'est des bons supérieurs ou pas. Donc là-dessus, aujourd'hui, ils veulent vraiment considérer que dans une organisation, on est d'égal à égal et qu'il n'y a plus cette hiérarchie traditionnelle dont on avait l'habitude et qui ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Il y a même des entreprises qui ont ces shadow boards ou des groupes de conseillers avec des jeunes. Bon, c'est pas encore, nous n'en sommes pas encore là. Non. Oui, il faut quand même rester réaliste. Alors Malek, donc on a parlé de cette définition, en tout cas de comment vous voyez, vous, cette génération, de votre prisme. Quand on parle d'avenir avec vous, est-ce que l'avenir pour vous, c'est de décrocher votre diplôme, peut-être un master, peut-être même avancer aussi dans les études, mais quelle est la finalité? C'est trouver un job et de Alors, je pense que vous avez touché un point tout à l'heure, vous avez parlé d'équilibre. Je pense que c'est ce que notre génération recherche de manière générale. Après, en termes de statistiques, je sais que 92% des jeunes d'aujourd'hui peut dire « je veux réussir ma vie ». Maintenant, dans quel sens? Vous avez parlé de hiérarchie du management marocain. À l'heure d'aujourd'hui, notre génération accentue sur une hiérarchie qui n'est pas centralisée. On cherche ce qu'on appelle en anglais « empowerment », l'autonomisation,
de sorte à ce que nous, en tant qu'individus, nous pouvons prendre des décisions. Nous cherchons, vous avez parlé de bien-être. Nous cherchons un environnement dans lequel le développement personnel, notre mental state, de sorte à ce que... La santé mentale est Exactement. importante. La santé mentale est très importante pour nous. Nous avons besoin de flexibilité, nous avons besoin d'autonomie, nous avons besoin... Et c'est pour ça que le taux de chômage, je pense, c'est mon opinion, je pense que le taux de chômage a réduit parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous parlons de entrepreneurships. Nous cherchons des startups, nous cherchons à être le boss de nous-mêmes. C'est pour ça que les stagiaires d'aujourd'hui sont les leaders de demain, je dirais. Ou alors les étudiants d'aujourd'hui cherchent à être libres de leurs propres décisions. Très bien. Je vais peut-être vous poser la question, Chalabi, juste avant de me tourner vers Sibin Saïd. Quand vous entendez cela, ça veut dire qu'il n'y a plus de... C'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui est face à des gens qui ne veulent plus avoir de hiérarchie. Voilà, on va avoir que des chefs, en fait. Vous allez avoir que... C'est l'armée mexicaine c'est l'armée... Comment c'est... Enfin, dans la réalité, enfin, restons quand même un peu réalistes. Est-ce que c'est envisageable? Non, bien entendu, il y aura toujours une hiérarchie, il y aura toujours, bien entendu, des encadrants. Seulement, c'est dans la forme de management que les choses évoluent. Aujourd'hui, on doit être dans des organisations apprenantes, partageantes. Les managers, ça doit surtout être des coachs qui, encore une fois, accompagnent, font monter en compétences, il y a un vrai partage. Donc, c'est tout ça qui est valorisé. Et aujourd'hui, quand vous avez des labels comme Great Place to Work, c'est quelque chose qui est beaucoup valorisé, par exemple, par les candidats quand ils veulent rejoindre une entreprise et qu'ils voient qu'elle valorise ce bien-être. C'est beaucoup plus important que le salaire aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est parce que, justement, c'est des organisations qui arrivent Et on va jusqu'à refuser un emploi parce qu'on ne se sent pas bien et on préfère le chômage. De toute façon, on est sur un marché aujourd'hui. Pourquoi ce n'est pas un emploi ou le chômage? Aujourd'hui, ils peuvent rencontrer plusieurs entreprises. Aujourd'hui, on est clairement dans un... nous-mêmes, on est en compétition avec les autres recruteurs. On fait tout pour attirer les meilleurs talents. En plus, nous, on est dans des secteurs qui recrutent beaucoup et en plus une tension sur le marché de l'emploi. Donc, c'est plus les candidats qui choisissent les entreprises où ils veulent travailler que l'inverse. Donc, clairement, les rapports de force se sont inversés. Ce n'est pas seulement dans notre secteur. Vous voyez dans tous les métiers de l'IT aussi. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une pénurie de ressources. C'est clairement les candidats qui choisissent les entreprises avec les conditions salariales qui vont bien, la gestion de leur temps de travail qui leur correspond, bien entendu, les conditions de travail, enfin, tout ce qui fait qu'ils vont se sentir bien et surtout ne pas sacrifier leur vie perso, encore une fois. Alors, vous disiez, oui, on n'est plus du tout dans une logique où ils veulent faire une carrière sur du très long terme dans la même entreprise. Et d'ailleurs, avant, les CDI étaient très valorisés. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui a vraiment beaucoup d'importance, puisqu'ils savent très bien qu'eux-mêmes, ils ne sont pas forcément là pour des périodes qui sont très, très longues. Et donc, tout ça fait qu'on est obligé de re-questionner, en fait, tous nos critères de recrutement, ce qu'on doit mettre en avant, et ça nous oblige à nous réinventer. Il y a beaucoup de choses à re-questionner. Hein. Oui. Mais c'est positif. Je pense que c'est... Oui, certainement. Ça peut paraître contraignant, mais encore une fois, on n'a pas le choix. Mais en plus, je pense qu'il y a beaucoup de bons, puisque il y a aussi une certaine émulation, et c'est en général des jeunes qui sont très curieux, très créatifs. Vous disiez, ils veulent faire plusieurs métiers, ils peuvent le faire aussi en même temps. C'est aussi la génération des slashers, donc des gens qui vont avoir à la fois leur métier au quotidien et qui vont accorder X heures par semaine pour faire une autre activité, plus liée à leur passion. Ils vont pouvoir gagner de l'argent aussi avec. Et ils arrivent à cumuler plusieurs emplois. Et donc, en général, paradoxalement, on peut penser que c'est une génération de gens qui n'aiment pas trop travailler, mais en fait, non, ils veulent faire beaucoup de choses. Et ils sont très curieux, ils sont passionnés. Donc, à nous de valoriser tout ça. Re-questionner aussi les modes d'éducation avec l'intelligence artificielle, le chat GPT. Est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui encore de demander à des étudiants de faire des dissertations alors qu'une machine peut le faire à leur place? Comment ce modèle éducatif s'adapte-t-il à cette révolution? Et ça s'est passé en tellement peu de temps, en 2 mois, 100 millions d'utilisateurs
en tout cas selon les chiffres de Microsoft, 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT et vraiment l'évolution est exponentielle. Comment les universités vont répondre à cela? C'est par rapport à cette question, je dirais peut-être en anglais, we're all building the bridge as we walk on it. Ça, c'est un pont que tout le monde aujourd'hui, que les universités sont en train de construire pendant que nous sommes en train de marcher dessus. Oui, ça se passe. Parce que ça est en train de se passer. Donc là où on parle à l'Akhawaïn sur les 3-4 dernières semaines, il y a dû y avoir, je sais pas moi, une dizaine d'échanges que sur ça, et j'en ai un encore demain. Et j'ai une conclave avec des présidents d'universités américaines aux États-Unis la semaine prochaine. Ils vous ont un peu pris au dépourvu, hein, ces créateurs de ChatGPT. Non, c'est-à-dire que, bon, on peut parler un petit peu de ChatGPT si ça peut être intéressant, mais... C'est très intéressant parce que c'est d'actualité. Oui, ChatGPT est le résultat de travaux de facilement une quarantaine d'années, d'accord, sur les language technologies avec l'intelligence artificielle. C'est une branche de l'intelligence artificielle. Exact. Et qu'aujourd'hui, effectivement, ça a mûri au point où on peut lancer un prototype, d'accord, mais quand vous utilisez, vous trouverez que et ils le disent, ils n'arrêtent pas de le dire, enfin, vous aurez de la bonne information, mais parfois vous n'aurez pas encore de la bonne information, donc il faut prendre ça avec des pincettes, on ne peut pas faire confiance à 100%. Mais pourquoi il y a au moins 2 raisons pour lesquelles c'est vraiment d'actualité. Un, c'est que c'est impressionnant par, on a l'impression qu'on a un échange avec un humain, d'accord? Parfois, on sent que ce n'est pas vraiment un humain. Et puis, il y a en informatique, en intelligence artificielle, il y a ce fameux Turing test où une machine réussit ou ne réussit pas le Turing test si l'humain en face, qui ne sait pas que c'est une machine, découvre que c'est vraiment une machine. Mais aujourd'hui, ChatGPT, sur quelques réponses, elle vous dit, moi, je ne suis qu'un logiciel d'intelligence artificielle limité par ceci ou cela. Donc ChatGPT, de ce côté-là, parce qu'elle produit un texte qui s'approche beaucoup de ce que produirait un humain. Donc, raison numéro 1. Raison numéro 2, c'est... Est-ce que cela ne risque pas de faire disparaître des métiers plus tard? J'y reviens. Raison numéro 2, c'est quoi? C'est toute la question du plagiat. Bah oui. C'est pour ça que... Enfin, j'ai vu, c'est pour ça que vous m'avez interpellé. Donc, par rapport au plagiat, il y a des universités qui ont pris les décisions d'interdire carrément. Il y a des universités qui ont d'interdire l'accès à ChatGPT pour les examens en classe. De la même manière que certains interdisaient les téléphones, etc. Ce qui me semble, moi, aujourd'hui, mais c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler, ce qui me semble probablement le plus sage, c'est de dire que ça, c'est une technologie comme une autre, et elle continuera à évoluer, et nous sommes sûrs qu'elle continuera à s'améliorer, et que de la même manière qu'à un certain moment, les calculatrices ont été permises, de la même manière ensuite que les ordinateurs ont été permis, ensuite les smartphones ont été permis, qu'il faut permettre et dire comment on gère avec ça, et comment on donne de la valeur ajoutée à l'étudiant avec ça. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, l'un des professeurs chez nous disait à des étudiants, écoutez, si je vous donne un examen et que vous n'êtes pas censé utiliser le ChatGPT, mais que vous faites plus confiance à l'intelligence artificielle qu'à vous-même, n'en voulez pas un employeur quand il décide de faire confiance plus à l'intelligence artificielle que de vous recruter. Mais je crois que c'est inévitable. C'est inévitable que les employeurs vont faire appel à l'intelligence artificielle au lieu de cerveau humain. Ok, là on vous en convenez, Youssef Chalabi? Oui. Surtout dans votre secteur, qui est l'offshoring, qui est en train d'accompagner cette révolution numérique. Oui, nous, on est très grands consommateurs de ce type de technologie. D'ailleurs, on appelle nos conseillers aujourd'hui des agents augmentés, puisque justement, ils utilisent... C'est plus le centre d'appel. Oui, mais en fait, on utilise beaucoup ces technologies. Mais pour moi, c'est absolument pas une menace. Et ça permet de traiter plus rapidement les choses basiques, les choses simples. Et après, on se concentre sur tout ce qui a de la valeur ajoutée dans les interactions.
Et ChatGPT, c'est du chat. C'est en rapport qu'avec des travaux écrits. Vous voulez évaluer quelqu'un aujourd'hui. Mais ChatGPT n'est que, effectivement, la partie, je dirais pas visible, mais très médiatisée de l'iceberg. Il y a d'autres logiciels qui font faire des montages vidéo, des clips de musique. Enfin, la liste est interminable. Je ne les ai pas tous en tête. Et chaque jour, il y en a 10 qui sont créés. Donc, en gros, moi, ma question, est-ce que effectivement, bon, peut-être pour le marché du travail ou de l'emploi, on est en train de s'adapter, notamment dans l'offshoring, mais pour les diplômes, est-ce que c'est le cas aussi? Est-ce qu'on ne risque pas, par exemple, de ne plus avoir besoin d'un manager marketing parce qu'on a une machine qui va nous poser une strate de marketing en lui donnant toutes les données possibles et nécessaires? Écoutez, honnêtement, vous posez toutes les bonnes questions. Mais non. Et je pense l'intelligence de l'employeur et l'intelligence de l'université et l'équation pour l'université aujourd'hui, c'est en supposant que ces technologies deviennent des outils, quelle est la valeur ajoutée de l'humain? Absolument. Et honnêtement, je ne trouve pas mieux que les universités à l'américaine pour faire ça, parce que justement, c'est la focalisation sur la dimension humaine. Et donc, c'est le challenge de dire, d'accord, si vous vous focalisez sur la dimension humaine, comment est-ce que vous traitez de choses de ce style? Et aujourd'hui, on le sait déjà pour la génération Z. Honnêtement, moi j'adore cette génération parce qu'en plus de toutes ces caractéristiques dont a parlé Youssef tout à l'heure, moi je trouve que c'est une génération entière. Ils sont entiers. Ils savent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, et ils ne veulent pas uniquement le dire, ils veulent le vivre. Que ce soit par rapport à cet équilibre, ou que ce soit même dans le monde universitaire. Enfin, nous, on ne prenait pas des années de césure à droite et à gauche. Aujourd'hui, ils disent j'ai fini mon diplôme, maintenant ce que je veux faire, je veux prendre du time off. D'accord? Ils disent souvent, je pense beaucoup plus que nous, que je veux faire la différence. Je veux aller aider, je sais pas moi, dans telle communauté ou dans tel pays, etc. Et ensuite, je reviendrai travailler s'il le faut. Et puis, ils ont aussi une autre spécificité, et qui est aujourd'hui documentée. Malak l'a dit tout à l'heure, elle a parlé de bien-être et de santé mentale. Il y a une étude sur 11 millions de Gen Z. Donc, c'est une très grosse étude dont les résultats sont très fiables et qui montre qu'à partir de 2010-2012, les jeunes qui sont au début et en fin de lycée, quand on regarde au niveau du bonheur, c'est en train de chuter de manière exponentielle. Quand on voit l'anxiété, c'est en train d'augmenter de manière exponentielle. Quand on voit les épisodes de dépression, c'est en train de monter de manière exponentielle. Et c'est documenté et on le voit. Ce qui est ironique, c'est qu'ils veulent le bien-être, mais ils souffrent beaucoup de mal-être. Et peut-être que c'est pour ça aussi. C'est peut-être pour ça. Ben oui. C'est-à-dire, si je suis mal, je suis à la recherche d'un emploi qui va me donner de l'épanouissement. Qui va me donner du bien-être. Alors, en parlant de recherche d'emploi, il y a cette association de l'Université Al-Akhawayn, des alumni, ou en tout cas des anciens étudiants de l'université, qui compte aujourd'hui plusieurs milliers de lauréats. On est à plusieurs milliers, n'est-ce pas, Amin Ben Saïd? On est à 7000. 7000. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une relation institutionnelle entre ce genre de pont, j'ai envie de dire, entre le marché de l'emploi, parce qu'ils sont déjà en train de travailler, qui ont quelques années derrière eux, et l'université pour justement faciliter la transition de cette génération vers le marché de l'emploi grâce à ces lauréats? Écoutez, il y a une relation d'affection, naturellement, entre l'université et ses lauréats, principalement de manière, disons, plus officielle, et qui s'officialise de plus en plus avec l'association des lauréats, mais honnêtement aussi avec beaucoup aujourd'hui d'employeurs qui sont des lauréats de l'Université Al-Akhawayn. Et aussi c'est-à-dire l'Akhawayn a observé qu'il y a un phénomène, un challenge
qui est une génération nouvelle, différente, on n'a pas arrêté d'en parler, et que par conséquent, c'est important de se poser la question et de dire comment on s'adapte à ça pour mieux servir cette génération. Et de l'autre côté, un marché de l'emploi où ils vont atterrir, qui lui-même, vous l'avez dit tout à l'heure, et je pense Youssef aussi, on est en train de parler d'intelligence artificielle, d'industrie 4.0, de transformation digitale, de big data, et puis donc l'employeur lui-même est sur des plaques tectoniques qui sont en train de changer. Et c'est là que va atterrir notre étudiant. Et donc la Khawain, avec le modèle qu'elle a et avec la mission, quelque part aussi, d'être un pilote, un démonstrateur, un living lab, une sorte de laboratoire vivant. Donc on se focalise pour dire quelle est la meilleure manière de jouer ce rôle de pont. Pour potentialiser, to empower une génération. Mais est-ce que l'autre génération ne peut pas aider aussi à empower et en instituant un cadre vraiment carré entre cette mine de 7000 lauréats qui sont déjà soit employeurs, soit managers, dans la plupart des cas, vu le HADA, en faire vraiment une valeur ajoutée par rapport à cette adaptation de cette nouvelle génération sur le marché de l'emploi. Nul doute sur ça. Nul doute sur ça. Et enfin, je vous ai dit, il y a des choses très spécifiques qui ont été préparées avec elle s'appelle AAA, Al-Akhawain Alumni Association. Naturellement, absolument. Et je dis pas uniquement. C'est ça. Pas uniquement. Pourquoi? C'est-à-dire tout ce que l'Akhawain fait avec les employeurs aujourd'hui, c'est de dire, pour que je puisse mieux jouer le rôle de pont, je dois avoir une relation intime avec l'employeur, corporate. Et vous les écoutez, ces employeurs? Voilà. Est-ce que vous écoutez, même par rapport, par exemple, s'ils vous font des remarques sur le diplôme ou sur la qualité, finalement, est-ce que vous écoutez, vous prenez ces feedbacks pour améliorer aussi pas le curriculum, mais en tout cas ces études que vous dispensez? Aussi le curriculum, vous avez tout à fait raison. Et non seulement qu'on écoute, mais on est à la recherche d'apprendre. Parce qu'ils sont en train eux-mêmes, leur équation est en train de changer et nous souhaitons être pertinents par rapport à cette équation. Donc cette relation intime, c'est une relation de partenariat où on apprend. Et vous me dites, est-ce que vous les écoutez? Enfin, je vous dis, aujourd'hui, pour nos entreprises partenaires, nous jouons le rôle d'agents de cabinet de recrutement. C'est-à-dire, ils nous disent, voici ce dont nous avons besoin en termes de skills, voici ce dont nous avons besoin en termes d'attitude. Et puisque l'étudiant a passé chez nous 4 ans, 5 ans, 6 ans, ben on le connaît, les professeurs le connaissent, et puis nous faisons toute la présélection pour eux, et ensuite ils ne viennent que pour faire du speed dating. Autre chose, Youssef parlait tout à l'heure de différentes manières de travailler aujourd'hui. Nous avons passé des partenariats pour que les entreprises qui souvent préfèrent des profils qui ont une expérience, nous avons passé des partenariats pour que les étudiants puissent travailler en parallèle. Donc ils sont étudiants, statut étudiant, mais ils travaillent à distance sur des projets de consulting comme des membres de l'équipe de l'entreprise. Un avant-goût du... C'est notre manière, effectivement, de nous adapter aussi pour donner aux étudiants cette expérience et de l'autre côté, de donner à l'entreprise aussi l'opportunité d'avoir ce goût et puis de mieux sélectionner, in fine. Alors, vous savez que le Maroc s'est engagé dans un nouveau chemin de développement. Malak Jaïdi, vous êtes au courant de ce nouveau modèle de développement? Vous en avez entendu parler? D'accord. Donc, en fait, c'est une commission qui est composée de 35 membres qui ont travaillé sur le terrain, qui ont récolté beaucoup de data, notamment de plusieurs acteurs de la société, que ce soit-il des simples citoyens de tout âge, la société civile, le secteur privé, bref, tout ce qui compose notre société marocaine. Et parmi les recommandations et les leviers pour atteindre justement l'objectif, parce que l'un des objectifs de ce nouveau modèle de développement, c'est de mettre les jeunes au cœur du développement de leur pays. C'est de mettre en œuvre un service civique national pour renforcer la participation citoyenne et l'esprit de civisme chez les jeunes et consolider leurs compétences et leur employabilité. Est-ce que vous pensez que cela
vous parle? Est-ce que ça te parle, toi, quand tu entends ça? Est-ce que vous pensez que, c'est-à-dire que, Par exemple, mon opinion, est-ce que c'est une bonne idée? Un service civique national pour justement renforcer la participation citoyenne. Est-ce que tu te vois déjà participer à avoir une responsabilité citoyenne demain, ou peut-être même aujourd'hui? Tout à fait. Déjà, le modèle universitaire de l'Akhawayn déjà offre une sorte d'opportunité pareille, dans lequel nous devons faire une sorte de stage de 60 jours, je pense, dans lequel nous devons effectivement participer à une sorte de participation active de citoyenneté civile ou sociale. Du coup, oui, personnellement, en tant que représentant, je dirais, de la génération Z, tout à fait, je serais totalement intéressée. Est-ce que tu votes? Je vote, oui. Oui, tout à fait. Et c'est le cas pour un peu toutes les personnes que tu côtoies? Ce serait relatif, ça dépendrait plutôt de l'objectif de chacun, mais si je prendrais la majorité, oui, tout à fait. Pourquoi? Je dirais qu'en tant que Marocaine et en tant que jeune, nous voulons toujours nous sentir un peu plus proches de notre culture, de notre citoyenneté, nous voulons apporter quelque chose de positif à notre pays et je pense que ce genre d'objectif, ce genre de programme pourrait tout à fait être la solution. En tout cas. Tu crois en fait vraiment que le fait de voter pourrait changer les choses? Oui, tout à fait. C'est très, très positif. Je ne peux que t'encourager à continuer à voter. Alors, peut-être une dernière question. Quand j'ai parlé de ChatGPT, d'intelligence artificielle, bien sûr, tu connais, tu utilises? Non. Non. Même pas par curiosité? J'en ai entendu parler, mais personnellement... Bon, il y a peut-être vos profs qui non, vraiment, personnellement, regardent. je sais, Il y a le président de ton université à ta droite, mais... J'ai effectivement utilisé des sites web de paraphrasing, mais plutôt dans un objectif d'améliorer peut-être l'écrit. Mais pour utiliser tout un chat GPT, encore une fois, ça dépend de l'objectif. C'est-à-dire que si je veux un diplôme, la finalité de mon diplôme, c'est de sortir avec une certaine expérience. Oui. Quand l'employeur va m'employer et que je n'aurai aucune expérience ou aucune, comment on appelle ça, atout ajouté, ça ne servira à rien. Personnellement, je suis le genre d'étudiant où je préfère le savoir. Et je pense que c'est ce que cette société, en tout cas cette génération, se base, le savoir. Et le savoir-être. Exactement, et le savoir-être. Mais après, j'ai plutôt une question si c'est possible, parce que j'ai une question. Bien sûr. Pour Monsieur Youssef Charabi, vous avez parlé d'expérience et aussi, monsieur le Président, vous avez parlé d'expérience et vous avez parlé d'expérience professionnelle. Maintenant, votre modèle universitaire est, par exemple, c'est un modèle éducationnel qui propose, et je pense que l'un des seuls modèles qui, dans la constitution décisionnelle, inclut les étudiants. Le SGA, le Student Government Association, qui d'ailleurs j'en fais partie. Et je trouve que ce genre de programme, ce genre d'association est déjà une preuve d'expérience. Mais est-ce que, au niveau de recrutement, vous prenez ça en considération? Est-ce que tout le curriculum, les activités, les clubs que le modèle nord-américain propose, vous prenez ça en considération? Oui, c'est très valorisé en fait. Bien entendu, il y a les expériences professionnelles, les stages classiques, les années de césure qui sont de plus en plus courantes, l'implication dans les juniors entreprises aussi. On voit clairement nous-mêmes, on fait appel à ce type de prestations. On voit que ce sont des consultants qui sont très proches de ce qu'ils pourraient délivrer lorsqu'ils vont être diplômés. Nous-mêmes, par exemple, on emploie également beaucoup d'étudiants dans le secteur médical, des étudiants en dernière année de médecine, à qui on fait faire des travaux de saisie, de comptes rendus médicaux, qui font en plus de leurs études. Donc aujourd'hui, on est clairement dans un modèle où il faut très très tôt s'impliquer dans le monde professionnel et puis même dans le monde associatif. Nous, aujourd'hui, on voit dans nos collaborateurs, ils sont pratiquement tous engagés dans différentes actions et passionnés avec des causes différentes. Et donc, c'est quelque chose qui est nouveau. Et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement les compétences techniques, il n'y a pas seulement le savoir-être que je mentionnais qui est fondamental chez nous, tout ce qui concerne les soft skills, mais également toute leur implication dans la vie civique et tout ce qu'ils font par ailleurs pour apporter de la valeur dans la société dans laquelle ils évoluent. Et tout ça, c'est valorisé dans le recrutement, bien entendu, et même par la suite après, puisqu'ils continuent à vouloir supporter différentes causes, initiatives, même en utilisant l'entreprise et nous impliquer nous-mêmes sur différents sujets. Et ça, on le voit beaucoup. Et c'est des choses qui valorisent aussi et qui peuvent être également des critères de rétention des meilleurs talents s'ils voient que les entreprises arrivent également à les suivre sur des projets qui n'ont rien à voir avec leur métier.
Est-ce que se baser sur un seul diplôme obtenu au début de la carrière a encore du sens? Amin Ben Saïd, président de l'Université Al-Akhawaïn. Ça dépend de la nature, à mon sens, de la nature du diplôme. Je vous dis par exemple, je prends l'exemple du concept d'accréditation. Si on pense au diplôme comme un label, comme une accréditation, les accréditations aujourd'hui, c'est pour dire que une telle institution a tels objectifs, elle a tel discours, vous pouvez lui faire confiance. Donc si le diplôme que je donne est un diplôme qui dit que il y a ces hard skills, mais il y a aussi cette capacité d'apprendre au fur et à mesure. Et oui, il y a aussi ces power skills ou soft skills, c'est-à-dire aujourd'hui par rapport à la génération Z, où je suis capable de donner et de recevoir du feedback, où je suis capable de confronter, d'avoir des confrontations effectives, où je suis capable d'empâtir, de prendre en compte, de bien définir, de concevoir et de faire des prototypes, etc. Donc, et c'est là franchement où on sent le point d'inflexion qu'il y a aujourd'hui dans le monde de l'enseignement supérieur, pas qu'au Maroc, dans le monde. Donc si le diplôme est un diplôme qui dit « Ah, je sais programmer en langage C ou en Java », ça c'est une chose. Mais si le diplôme dit « Je suis capable de faire tout ce dont je viens de parler et de faire des formations en alternance et de savoir travailler en entreprise et de savoir gérer cette relation dont vous avez parlé tout à l'heure », quelle est l'évolution de la relation hiérarchique, par exemple. Ça, ce n'est pas ChatGPT ou un autre logiciel d'intelligence artificielle qui fera. Donc, c'est à nous, université, d'apprendre de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, d'apprendre de cette génération Z. Tout à l'heure, Malak a parlé du student government. Donc, on connaît le student government version classique. Les universités américaines ont toujours eu des student government. Aujourd'hui, avec la génération Z, le student government à l'université d'Akhawaïn est pratiquement comme un département. On ne fait rien, on ne prend pas de décision importante par rapport aux étudiants sans que le student government fasse partie. Et d'ailleurs, s'il ne faisait pas partie et qu'on n'avait pas son intelligence... Ça, ce n'est pas propre à la génération Z. Ça existe à l'Université Al-Akhawaïn depuis... Ça existe à l'Université Al-Akhawaïn depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il y a un sentiment... Depuis les millénials, parce que là, on a l'impression que les millénials... on est là. Oui, absolument, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, à mon sens, les choses ont évolué avec la génération Z de deux manières, au moins. Un, c'est qu'ils souhaitent vraiment faire partie, être partenaires. Ils souhaitent être partenaires, pas moins d'être partenaires. Ils ne souhaitent pas être servis comme nos enfants, par exemple. Ils souhaitent être partenaires. Et deux, c'est que la différence qu'ils ont fait que si on n'avait pas accès à leur intelligence par rapport à l'affaire, disons, estudiantine, que nos décisions ne seraient pas aussi pertinentes. Certainement. Merci beaucoup, Amin Ben Saïd, président de l'Université Al-Akhawaïn. Youssef Charaibi, président de la Fédération marocaine de l'externalisation des services. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Et un dernier mot, Malak Jaïdi, je vous laisse le soin de clore ce débat en beauté. Alors, déjà, juste merci beaucoup pour cette invitation. Pour une élève en 3e année, 20 ans, je peux dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore perdue. Je ne sais pas ce que je pourrais faire dans ma vie. Mais ce genre de débat, ça ouvre l'esprit. Ça fait plaisir déjà d'avoir un débat ouvert avec le président de l'Al-Akhawaïn Université. Et je ne sais pas, c'était un réel plaisir ce débat. Merci beaucoup, c'est un plaisir largement partagé, un plaisir de voir que, vous savez, je reçois des gens d'autres générations un peu plus âgées que vous qui ne préparent pas autant un passage sur cette émission que vous. Bravo. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée.